Bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans votre émission Ilm Hadara, Science et Civilisation. Faisons un peu d'histoire aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, d'histoire maghrébine, d'histoire du monde arabo-musulman. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec vous le professeur Simedi Guirgat. Bonjour, Bonjour Émile, merci pour l'invitation. c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Vous êtes professeur à l'université de Bordeaux, en Montaigne. Vous êtes également professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique et c'est merveilleux de pouvoir avoir un pied dans votre pays, le Maroc, et un pied en France où vous avez grandi et où vous êtes maintenant professeur. Alors, avant de parler de votre recherche, vous êtes le- un des plus grands spécialistes aujourd'hui d'Ibn Khaldoun, un très grand spécialiste des empires berbères, le titre de votre ouvrage. Avant de parler de toute votre recherche, parlons d'abord de vous, si je puis dire, pour incarner votre parcours. Je dis cela parce que cette émission, Ilm Hadara, cherche à incarner le savoir scientifique. Beaucoup de gens savent, par exemple, qu'il y a des gens qui travaillent sur Ibn Khaldoun comme vous, mais est-ce qu'ils savent que c'est Mehdi Guirgat? Pas toujours. Donc, pour incarner précisément le savoir, faisons le parcours de votre enfance. Vous êtes né où? Alors, je suis né à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, D'accord? mais j'ai passé aussi une partie de ma petite enfance dans la ville de Rabat, dans le quartier de l'Océan, où résidaient mes parents. D'accord. Voilà, et puis ensuite, Dès votre jeune âge, vous faites oui, des allers-retours? c'est-à-dire que ma trajectoire se caractérise par ceci qu'elle a toujours été à cheval entre la France d'une part et le Maroc d'autre part, et Magnifique. plus précisément entre le sud-ouest de la France, auquel je suis très très Oui, attaché, oui. et C'est une très belle région. une très belle région, et aussi au Maroc, dans la ville de Safi, Esfi, où j'ai passé une grande partie aussi Ah de oui, mon enfance. Voilà. d'accord. Et votre lycée, votre collège, votre lycée, c'était dans quelle région du monde? Alors, mon lycée, c'était à Saint-Cernin, à Toulouse, qui est Oui, le lycée réputé pour les lettres et également pour l'étude des langues, puisque c'était le seul lycée avec Bordeaux, avec le lycée Montaigne, où on pouvait étudier en profondeur la langue russe en première langue, donc ce ah, qui m'a permis de faire ah, russe, anglais et arabe en même temps. d'accord. Donc évidemment, Ah, je ne connaissais pas cette c'était partie un, de c'était vous-même. un élément décisif dans mon parcours, puisque D'accord, ça m'a permis ensuite de partir aller étudier quelques mois à Kiev, donc qui était la ville, la oui, capitale aujourd'hui de l'Ukraine, qui oui, était jumelée avec Toulouse, d'accord. tout en faisant également les allers-retours avec le Maroc. Vous avez directement et de manière si jeune réalisé la mobilité scientifique. C'est une mobilité très importante, la mobilité d'un chercheur, mais je vois que vous l'avez faite très tôt. Il faut rappeler que vous êtes d'une famille de lettrés, Mhm. que votre père est également professeur, et donc cette atmosphère a été pour vous une atmosphère naturelle, disons-le, l'atmosphère du savoir. Absolument, donc un peu à la croisée des chemins. En ceci, je ne pense pas avoir été un cas singulier ou particulier, mais mon père a été étudiant à Rabat dans les années 70. Il a pu fréquenter les cours donnés par Roland Barthes, qui a beaucoup influencé cette génération et qui a enraciné et ancré la sémiologie et le goût de la linguistique au Maroc. La Et science des signes. voilà, donc qui a amené en plus mon père à être professeur à l'université, à être traducteur de Mohamed Barrada, entre autres, Ah oui, du voilà, et poète, poète, immense écrivain marocain, tout à fait. et effectivement, mais bien sûr, très en lien avec mes grands-parents, plus ancré dans le terroir et dans une culture populaire marocaine qui m'a énormément influencé et marqué. Mais le livre était un produit avec lequel vous avez grandi. Absolument, j'ai eu ce privilège, en l'occurrence, de grandir entouré de livres, plutôt de littérature et d'histoire. Oui. La philosophie est venue, oui, la sociologie et l'anthropologie sont venues un peu plus tard de mon propre fait, mais c'est vrai que j'ai cet attachement au livre dans sa matérialité et C'est très important, il faut le dire à nos Mhm. familles marocaines, Oui, de mettre à disposition des livres tout à fait. auprès des enfants.
c'est donner véritablement aux enfants plein de possibilités, plein de capacités futures que d'avoir ce magnifique petit objet modeste qu'est le livre à la maison. Tout à fait, la bibliophilie est une part essentielle, fondamentale, et la transmission. Parce que évidemment, là où je m'inscris peut-être en faux par rapport à un phénomène de fond que je déplore, c'est le problème dans la transmission, Oui, c'est-à-dire où la place de la culture est malheureusement parfois réduite à la portion congrue, oui, alors même que nous provenons de sociétés qui se caractérisaient par ceci. Alors désolé, je suis assez franc, je préfère voir la réalité historique telle qu'elle a été oui, par un analphabétisme de masse qui n'était pas une forme d'ignorance. Parce que oui. moi-même, Non, bien sûr, j'ai des oui, grands-parents analphabètes, hein, oui, j'ai toujours ma grand-mère qui est très âgée, mais naturellement, la place du livre en est d'autant plus importante. oui, Et à mon oui, sens, c'est pour cela que je déplore oui. hein, le fait que sans doute le livre, mais ici à Rabat, nous avons cette magnifique occasion, une expérience hein, de cette exposition foire au livre Oui. qui donne à voir et qui donne à sentir un certain engouement pour le livre. En ce sens, C'est il n'est pas. vrai, c'est vrai. Puis c'est la société arabo-musulmane Mhm. que vous connaissez bien, dont vous êtes spécialiste, euh, dans son versant historique, est une société du livre. C'est une société du livre, faut-il le rappeler. Alors vous êtes historien. Mhm. Comment est venue la motivation pour faire des études d'histoire? Alors, autant que je puisse me rappeler, j'ai toujours été passionné d'histoire. J'ai toujours cherché à la confluence entre mémoire, récit, histoire, aller chercher d'où on vient. En effet, je pense à l'instar d'un philosophe qui m'a beaucoup marqué, je ne suis pas le seul, Deleuze, dans Mm. son magnifique petit ouvrage, dans son opuscule, qu'est-ce que la philosophie? Il s'agit avant tout de poser une question. Et en ce sens, à cheval entre la France et le Maroc, cette question a pris eh bien, une acuité toute particulière et m'a incité à aller du côté des racines. Alors, le grand sociologue Père Bourdieu dit que le péché des historiens, c'est aller toujours du côté de la Genèse, du côté de ce qui est fondamental au sens premier du terme, et Ce qui fonde? ce qui fonde. Et de ce fait, j'ai toujours recherché, essayé de lire tout ce qui me tombait sous la main, Mm. dans un premier temps en français, dans un second temps en arabe, puis après plus tard en espagnol et dans d'autres en anglais et dans d'autres langues encore. Mais évidemment, cela partait quand même d'une insatisfaction. Je Il y a comprends. un certain nombre de questions, d'après moi, à mon sens, se poser, et aussi remarquable, aussi admirable soient ces études, ces livres d'histoire rédigés à la fois par des historiens français, marocains, espagnols pour l'essentiel, hein, je n'y retrouvais pas exactement ce que je recherchais, d'où cette idée d'entreprendre plus tard des travaux, que ce soit en master ou en thèse, effectivement. Approfondi. Votre thèse portait sur quoi? Quel était le sujet de votre thèse? Alors, le sujet, le titre exact, c'était l'ordre al-Muhad, Oui, une nouvelle lecture anthropologique. En ce sens, il me semblait que cette époque charnière des 11e, 12e, 13e siècle, alors je suis parti aussi de l'époque almoravide, constituait un exemple remarquable dans l'histoire du monde, puisque on pouvait y assister à l'émergence d'un empire, d'un État fort, centralisé, qui est parti d'une société pour l'essentiel tribale, pour oui, rester un petit peu schématique, c'est-à-dire un peu oui. simplificateur, et donc évidemment influencé ce soit par la lecture de Pierre Clastre, La société contre l'État. Je trouvais que l'exemple de l'histoire du Maroc et était digne d'être étudié en profondeur, hein, en effet, parce que, eh bien, vous aviez, dans un laps de temps relativement bref, l'émergence d'un État fort centralisé, ce qui n'est pas exactement la trajectoire historique du Proche et Moyen-Orient, et qui n'est pas non plus la trajectoire historique, pour prendre un autre voisin,
pour prendre l'exemple d'un autre grand ordre de proximité, de celui d'Al-Andalus, de la Oui. péninsule ibérique, ou encore de la péninsule italienne, dans ses composantes. Oui, l'empire, après, ça a donné lieu à vos travaux et à un de vos ouvrages, les empires berbères. Ces deux grands empires qui viennent du sud du Maroc et qui ont véritablement été. Alors, leur originalité, vous la décririez comment? D'abord, elle porte en ceci il n'y a de puissance qu'en interne. Elle part en fait de la prise de conscience de se constituer en puissance face à des ennemis et adversaires et voisins extrêmement puissants, et aussi en fait elle émerge à un moment donné où les routes de l'or, l'interaction avec l'Afrique de l'Ouest, avec ce qu'on appelait le Biled Soudan, permet précisément au Maroc, hein, ce qui correspond aujourd'hui au Maroc, d'émerger en tant que grande puissance, et on voit apparaître une monumentalité qui marque l'espace. On voit également l'idée de dominer la mer, toutes sortes de choses, phénomènes nouveaux, et dire que, évidemment, cet élément-là, à mon avis, méritait d'être relevé, d'être observé, puisque un système que l'on connaît bien aujourd'hui, qui est celui du capitalisme mondial, est né en fait de l'interaction avec le Maroc, puisque les grands inventeurs du capitalisme, les cités-États italiennes, Gênes, Pise, Venise, dans un second temps, en dehors de l'Italie, Marseille et Barcelone, hein, ont accumulé des biens, ont inventé des institutions ad hoc, la bourse, la banque, le courtage, en fait l'assurance, le réassurance, en fonction et par les besoins induits avec l'interaction donc générée avec les empires almoravides et almohades, c'est-à-dire ceux du Maroc Ah, c'est actuel. fascinant, c'est fascinant. Alors, c'est donc bien ces deux empires qui ont constitué cette extraordinaire et étroite connectivité de Bilad Soudan à l'Andalous. C'est-à-dire qu'ils ont véritablement fait de l'Afrique de l'Ouest, le Maroc faisant partie de cette Afrique de l'Ouest, et avec l'Andalous, un espace de connectivité. Absolument. C'est dans la mesure et dans la mesure seulement où vous avez des interactions extrêmement importantes, essentielles, fondamentales, que De, l'on voit émerger. si je le mets ça assez vite, Alors, si je le mets ça, il faut bien rappeler que pendant près de 5 siècles, ça a été la plaque tournante de l'or et le plus grand centre commercial, un des plus grands centres commerciaux au monde, en fait, grâce au volume d'or échangé. Et s'il n'y avait pas eu de ça, eh bien, il n'y aurait pas eu de système capitaliste et de démarrage de l'Occident chrétien. Ce qu'on appelle l'inexorable Occident s'est nourri, en fait, de l'or qui a transité à la fois par Sigil Messa et par ce terminus des routes de l'or qui était Ceuta. la christianisation de l'Andalousie qui a fait refluer complètement les empires musulmans vers le Maghreb, cette christianisation est complète et en même temps elle a complètement bénéficié de tout l'archivage, de toute la constitution étatique de l'empire almohade, c'est-à-dire que l'empire almohade avait en quelque sorte déjà émis pour la première fois l'idée d'une nation, et après on pourrait dire que les nations européennes se sont inspirées de la manière d'administrer un territoire qu'avait l'expertise almohade. Alors, c'est une théorie qui a été avancée non sans provocation par Ben oui, la très grande historienne Maribel Fierro, oui. puisque le premier roi moderne de l'Europe, on considère que c'est Alphonse X de Castille, et elle a un ouvrage qui s'intitule Alphonse X, le dernier calife almohade. En effet, parce que cette idée d'avoir une centralisation administrative adossée à des archives, adossée également à ce que l'on peut qualifier, en empruntant le terme de Gramsci, des intellectuels organiques, ce qu'on Hmm, appelait des talaba, en oui. fait, Et des et, Kotzeb. et des kutseb en nombre tout à fait significatif, avec bien sûr une grande bibliothèque, avec l'idée d'entraîner et de former au mieux eh bien, des gens appelés aux plus grandes responsabilités. Et plus tard, c'est pas très connu, mais Voltaire s'est saisi dans son essai sur les mœurs de cet exemple du calife almohade qui a fait appel
aux plus grandes intelligences de son temps, à commencer par le très grand philosophe Ibn Tufayl, Oui. et bien évidemment, sur le modèle de Fénelon, eh bien, Voltaire rappelle que les califes almohades ont agi bien avant, on a agi de même sur ce même schéma de la nécessité de former au mieux ceux qui sont appelés aux plus grandes responsabilités, ceux qui sont appelés à administrer et à gouverner. Alors effectivement, c'est fascinant tout ce travail que vous avez fait sur ces empires du XIe au XIIIe siècle et dernièrement, vous vous êtes intéressé à l'immense figure du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, auquel on va consacrer quelques moments de cette émission. Ibn Khaldoun, comment l'aborder? C'est un océan. من أين أتيته هو كبحر. Ibn Khaldoun, alors peut-être le rappel des dates, le rappel du moment de ce XIVe siècle qui voit émerger cette pensée monde, cette pensée du monde à partir du Sud et bien évidemment votre intérêt pour cette figure. Trois questions en une, si je puis dire. Alors, Ibn Khaldoun est né en 1332 à Tunis, d'une famille, il est à peu près là, je crois, la quatrième génération de personnes venues d'Al-Andalus, hein, qui s'installent au Maghreb tout simplement parce qu'il y a une avancée chrétienne en direction du sud, et il meurt en 1406 au Caire. Donc il a vécu au 8e siècle de l'Hégire, hein, qui correspond plus ou moins au 14e siècle de l'ère commune, et il faut bien le dire, le seul penseur de l'islam qui est perçu, à tort ou à raison, comme pouvant soutenir la comparaison avec les classiques de la pensée. On peut dire de la pensée, notamment pour ce qui a trait à la philosophie de l'histoire. On peut dire de Thucydide à Vico, hein, pour garder un spectre le plus large possible. Et évidemment, sa pensée qui a irrigué dans un premier temps les différents pouvoirs du monde islamique à l'époque moderne, et ce n'est que dans un second temps, au XIXe siècle, où en particulier les Français, mais après les Français, puisque Paris domine le monde des idées, domine l'intellectualité, c'est à partir de l'édition critique réalisée à Paris, dans un premier temps, et plus tard aussi au Caire, sur le modèle, sur le modèle parisien, puis la traduction en français, hein, qui eh bien, va jouer un rôle déterminant, un rôle majeur, puisque dès lors, et quasi immédiatement, c'est ça qui est fascinant, il y a une rapidité dans la diffusion, hein, sa pensée va être très rapidement essaimée, et quiconque s'intéresse à l'histoire, quiconque s'intéresse au pouvoir, quiconque s'intéresse à l'histoire des civilisations, se doit de tenir compte, de considérer la pensée d'Ibn Khaldoun. C'est intéressant que vous ayez fait le saut jusqu'au XIXe siècle alors qu'on était en plein XIVe siècle, parce qu'en réalité, la transmission, la traduction d'Ibn Khaldoun, c'est cela aussi qui a donné véritablement à sa pensée une large diffusion, alors qu'elle-même, c'est une pensée de l'universalité, parce qu'il parle, comme vous venez de le dire, de ce que c'est qu'une civilisation, de ce que c'est qu'une société qui émerge, du rapport entre l'urbain et le rural. Alors, vous, votre dernier ouvrage, qui a paru l'an dernier, en 2024, Ibn Khaldoun, penseur maghrébin, aux éditions du CNRS en France. Ce qui est fascinant dans votre ouvrage, c'est que vous refaites l'itinéraire de ce monsieur. Autrement dit, vous contextualisez, vous le rendez vivant, on marche en vous lisant, vous nous prenez par la main et bien évidemment, nous faisons avec lui tous les voyages qu'il a eus. Alors, c'est des voyages extraordinaires. Il a servi plusieurs dynasties, il a servi plusieurs rois. C'était une période très agitée. Et une des façons d'entrer dans cet univers chaldonien, le contexte local, c'est un contexte de crise, une immense maladie, la peste noire. En effet, c'est un double désastre qui va présider, qui d'une certaine manière va déterminer la vie
et l'œuvre d'Ibn Khaldoun, c'est d'une part la peste noire qu'il qualifie de Mot al-Aswad, Mot Taoun, al-Aswad ou Ta'un al-Jarif. À chaque fois, il oui. rajoute un épithète pour souligner le désastre en cours et la catastrophe. Et d'autre part, la défaite essuyée par Aboul Hassan, donc le sultan mérinide, qui cherche à réunifier la totalité du Maghreb et de l'Occident musulman, et Sans y arriver. sans y arriver. Et donc, chez lui, il y a l'idée que la disparition de la population consécutive à l'épidémie, mais aussi, et c'est lié, parce que toujours chez lui, à partir du schéma aristotélicien, l'idée de cause-conséquence, cette disparition de la population eh bien, soumise aux dynasties, celle même qui s'acquittait de l'impôt, eh bien, n'a pas permis à Aboul Hassan, donc le sultan mérinide, de faire aussi bien, hein, de soutenir la comparaison avec les grands califes almohades du passé. Et donc évidemment, c'est cette noirceur, c'est Oui. cette pessimisme, c'est cette idée. Sur le versant politique, sur le versant médical, il arrive à penser ensemble les deux désastres. C'est ça. Alors, il part effectivement d'un état des lieux médical, il est très influencé par la pensée de Galien, qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise, mais il y a chez lui l'idée d'aller au-delà du constat médical et surtout d'aller au-delà du choc, puisque lui-même, dans sa chair, il a vécu ce terrible fléau, puisque l'immense majorité, à commencer par ses parents et la majorité de sa fratrie, disparaît. Ses maîtres meurent dans leur immense majorité, et donc Alors, c'est son on monde. considère que 25 à 30% de la population méditerranéenne a disparu par cette peste noire. Alors aujourd'hui, on est même, pour te Plus, dire, plus haut, on est en train de là, réévaluer les conséquences de ce désastre, et on pense que ce serait environ la moitié de la population qui, rendez-vous compte, disparaît dans un laps de temps extrêmement bref, puisqu'on parle de 2 3 mois. bon, Donc évidemment, on ne peut être que saisi oui. par l'effroi. Or justement, chez Ibn Khaldoun, il y a l'idée de la nécessité d'aller au-delà du choc et de l'effroi. C'est-à-dire que au-delà du sentiment dont il ne fait que peu état, à vrai dire, eh bien, il y a l'idée chez lui d'aller du côté de l'analyse, d'aller du côté de la science, puisque ce n'est qu'à ce prix-là que l'on pourra évidemment aller au-delà et comprendre évidemment Oui, il y a comme pourquoi. une émotion retenue de se dire: Oui, «Je suis au moment où tout disparaît, mais il faut archiver au moins la connaissance dont je dispose et pouvoir précisément léguer un savoir de l'histoire au moment où il y a cette forte décomposition». absolument, parce qu'il y a l'idée chez lui, qui nous est quand même un petit peu étrangère, qu'il arrive à la fin d'un monde. Or, il y a chez lui une ambition quand même démesurée, c'est-à-dire qu'il estime que toutes les autorités du passé, jusqu'à son époque, jusqu'au 8e siècle de l'Hégire, au 14e siècle, sont désormais caduques et obsolètes, aussi importantes soient-elles. Eh bien, il est en droit de fonder une science nouvelle, mais qui est quand même une science qui est la somme précisément de tout ce qu'il a pu amasser, tout ce qu'il a pu lire, tout ce qu'il a pu maîtriser et somatiser, puisque dans un premier temps, son introduction théorique à son ibar, donc il y a l'idée chez Kitab lui, al-Ibar Kitab al-Ibar, wal-Muqaddima, hein, oui. exactement, donc il y a l'idée chez lui de tirer les leçons, tirer tous les enseignements de ce qui a amené à ce point terminal de la civilisation, à ce désastre que constitue Haram. précisément exactement la peste noire. Donc c'est Et ça, évidemment. c'est fascinant dans votre ouvrage, c'est effectivement de prendre appui sur ce moment de crise. C'est un monsieur que l'on suit à travers plusieurs cours. Vous avez parlé de la cour mérinide. Il fait quelques missions aussi à Grenade auprès des princes restants, si je puis dire, Oui. Alors justement, de la dynastie nasride, oui. alors justement sur ce point précis, il fait preuve quand même d'une sagacité sans pareille. C'est vrai qu'on a pour habitude, pour coutume, pour ainsi dire, de souligner la singularité, l'originalité d'Ibn Khaldoun. Et là, en 1 page et demie, il dit quelque chose d'absolument Hmm. unique sur le rapport entre monde chrétien et monde musulman.
il dit la chose suivante. J'ai eu ouï dire, alors on sait très bien par qui, grâce au médecin juif qui a fait une carrière à la fois à Fès, Grenade et Séville, donc, qui est nouvellement la capitale de la Castille, donc un royaume chrétien, qui est Ibn Zarzar, et aussi grâce à son mentor et concurrent Ibn Saint Ibn Khatib. Khatib, qui connaissent la langue principale des chrétiens pour le Maroc, qui est le castillan, l'ancêtre de l'espagnol. Il dit désormais, les chrétiens nous ont dépassés sur deux plans qui l'associent complètement, c'est-à-dire d'une part le fait que les sciences rationnelles et en particulier la philosophie connaissent un essor sans précédent. Donc il a eu sans doute ouï dire de ce qui se passe à Bologne, à Padoue, Paris, à la Sorbonne évidemment, à Padoue. et à Padoue. Et il dit en même temps, c'est là où de son point de vue, eh bien, il est, je crois, unique, c'est indissociable. Il dit désormais une lawha, une planche chrétienne, ne peut plus flotter en mer Méditerranée. C'est-à-dire que l'hégémonie, la puissance militaire passe par le contrôle, passe par la maîtrise de la mer, par la Oui. maîtrise des espaces liquides. Et cette maîtrise-là, elle a complètement échappé aux différentes puissances musulmanes. Et en même temps, cette idée que la souveraineté, c'est la souveraineté de la pensée, la souveraineté du savoir, c'est-à-dire l'autonomie d'un pays est constituée, ou l'autonomie d'une région ou d'un territoire est constituée par le savoir, parce que vous dites qu'il prend conscience des grandes bibliothèques et des grandes universités qui se forment à Oxford, à Paris, à Bologne. Oui, parce que de son point de vue, le déclin euh, de la civilisation, évidemment, le premier signe, le signe tangible en fait, d'un déclin irrémédiable, c'est le fait qu'il n'y ait plus personne pour apprécier, pour goûter, pour lire, enseigner la philosophie, sans parler même l'idée de dépassement, de sublimation des savoirs du passé, hein, parce qu'il y a toujours un rapport heurté, un rapport antagoniste avec bien avec les autorités du passé. Et de ce point de vue-là, c'est ça son drame. C'est là le drame de cette époque, c'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité d'aller au-delà. Alors évidemment, il faut quand même nuancer le propos. Oui, Et, il y a évidemment, une il y a une dramatisation. dramatisation sans doute, puisque on sait très bien aujourd'hui que la philosophie, la science rationnelle, alors contrairement à ce qu'on affirmait au XIXe siècle avec Ernest Renan, hein, qui avait justement caractérisé cette époque, celle qui suit la mort de Averroès, d'Ibn Rushd, en Oui, 199, de fermeture dogmatique. Or, il existe bien au XIVe siècle une pensée rationaliste et oui, évidemment qui a essaimé, puisque oui, les ouvrages d'Ibn Khaldun ont été abondamment recopiés, commentés, oui. et voire même traduits dans d'autres langues de Oui, l'islam, comme le turc. l'ottoman, le Oui. turc dès le XVIIIe Tout siècle. à fait, avec Pirzadeh. Oui, Donc évidemment, ce sont autant d'éléments qui nous laissent à penser oui, que non, il y a la continuation d'un intérêt manifesté pour la philosophie et pour les sciences rationnelles, ou pour sa vision de l'histoire, aussi pessimiste soit-elle. oui. Mais il faut quand même nuancer le propos dans la mesure où, eh bien, vous avez quand même une grande divergence entre l'Europe à partir du XVIIIe siècle principalement et le reste du monde musulman, puisque pour la première fois en Europe, vous avez, en plus de l'imprimerie, des peuples qui sont majoritairement lettrés, en tout cas qui ont la capacité C'est de ça. lire. Ça commence avec l'Europe du Nord, l'Europe protestante, hein, la Suède, l'Angleterre, l'Allemagne du Nord. Et donc évidemment, ça va donner une force extraordinaire aux différentes pensées rationalistes, à commencer par celle des Lumières. Là où, effectivement, en comparaison, mais peut-être que comparaison n'est pas raison, eh bien, le monde musulman se caractérise par une diffusion moindre de la connaissance lettrée. Et en même temps, bon, c'est fascinant de vous suivre. On arrive au terme de l'émission, des empires berbères à l'historiographie récente sur Ibn Khaldoun, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a ce savoir. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup attardé sur la figure d'Ibn Khaldoun. Il est tout de même cette jonction entre votre premier intérêt pour les empires berbères et puis maintenant tout ce savoir aujourd'hui emmagasiné autour de ce qu'est une société, de son rapport à l'urbanité, à la ruralité et, pour le dire en un mot,
au territoire, à, au peuplement, le Umran. Mhm. On n'a pas tellement été du côté des catégories d'analyse comme le Umran, l'Asabiya. D'autres l'ont fait, mais je tenais beaucoup à rendre hommage à votre travail, de suivre un penseur maghrébin Merci. dans son parcours. Merci beaucoup Merci pour mille fois votre à vous présence pour dans votre, cette pour votre bel émission. accueil. Généreux, Merci. merci. Merci beaucoup, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, pour cette rencontre historique fascinante que nous avons eue aujourd'hui avec notre invité, Si Mehdi Guirgat, professeur à l'Université de Bordeaux et à l'Université Mohamed VI Polytechnique. À très bientôt, je l'espère. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, mercredi. À très bientôt. Au revoir.